Mes chers compatriotes, la responsabilité suprême que vous m'avez confiée exige de moi, vis-à-vis de vous, franchise, vérité et sincérité. François Hollande est obligé de quitter le pouvoir après seulement 5 ans. Vous, ça fait presque 20 ans que vous dirigez le pays. Comment vous faites pour tenir aussi longtemps? Je ne sais pas. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Diana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Dans la franchise, la vérité, la sincérité, sans oublier la bonne foi, Dixit Otiombe, vous suivez Décryptage, doublé de quelques coups de griffe. Nous sommes dimanche 27 août et je suis toujours en compagnie du pamphlétaire Bédel Baouna. Bédel Baouna, bonjour. Bonjour, monsieur Sirmakoso. Bédel Baouna, pamphlétaire, vous l'assumez? Moi, j'assume. Et ça me va d'ailleurs. Alors, Bédel Baouna, une très bonne nouvelle. Les Congolais attendaient depuis le 14 août, à la suite du discours de Denis Sassou Nguesso, un gouvernement efficace, porté sur l'action et les réformes. Comme d'habitude, les gens de mauvaise foi qui vous ont comme gourou ont tout de suite houspillé Denis Sassou Nguesso, disant que bon, qu'il reprenait les mêmes alors que ce gouvernement est là pour travailler. Bédel Baouna, d'abord un commentaire, puisqu'on sait qu'ils sont en majorité négatifs sur les réseaux sociaux, Facebook et consorts, chacun y va de son commentaire. Vous, Bédel Baouna, souvent aussi propice à la mauvaise foi, est-ce que vous trouvez que là, Denis Sassou Nguesso a tenu parole? Monsieur Makoso, vous pouvez me dénier la bonne foi ou bien la mauvaise foi, par exemple, mais je sais une chose, c'est que je lis. Je lis les réactions, je lis les articles. Enfin, les réactions sont toujours les mêmes, et des autres. Je suis aussi un homme en phase avec son temps, donc les nouvelles technologies, je m'y connais aussi, bien que je ne sois pas un expert. Donc j'ai lu les réactions, ici ou là, les déceptions. Monsieur Denis Sassou Nguesso a-t-il constitué un gouvernement efficace? Oui. Cher ami, oui. C'est un gouvernement immensément efficace. Au contraire de ce que croient les Congolais. Oui. Au contraire de ce que croient les opposants. Monsieur Denis Sassou Nguesso, oui, a constitué un gouvernement immensément efficace, cher ami, et porté sur l'action. Oui. Donc, et les réformes. Et les réformes. Oui. Donc, je ne comprends pas ce torrent de déception, de critiques acerbes. Vous nous surprenez un peu, Bédel Baouna. Je vous surprends, hélas. Vous savez pourquoi c'est un gouvernement efficace? Dites-le. Avec M. Sassou, quand vous le suivez, il faut prendre chaque adjectif comme étant... Il faut plutôt aller chercher l'antonyme de l'adjectif qu'il emploie. Oui. Et l'antonyme de l'adjectif efficace, c'est paresseux, fainéant. Voilà, c'est l'efficacité, donc, a pour antonyme l'incurie, l'immobilisme. Voilà. Donc, c'est ça. Pourquoi ce gouvernement est-il efficace? Pour une seule raison. C'est que le même gouvernement qui a contribué à l'extinction du Congo a été reconduit et considéré désormais comme un gouvernement efficace dans le pillage systématique des deniers publics. C'est dans ce sens-là que M. Sassou parlait de l'efficacité. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens ont-ils crié au loup. Non, M. Sassou ne m'a pas surpris. M. Sassou est resté égal à lui-même. M. Resté a été fidèle à lui-même dans son intention primaire, originelle et jusqu'à présent d'ailleurs, de détruire le Congo. Car il est inconcevable qu'un gouvernement à 99,9% qui a géré les affaires du pays pendant un certain temps puisse être considéré désormais comme un gouvernement efficace, si ce n'est dans le seul but d'enfoncer davantage le Congo. En tout cas, ceux qui ont été sortis du gouvernement, c'est qu'ils n'étaient peut-être pas assez efficaces dans les détournements de fonds, dans les pillages, dans l'incurie. Donc voilà pourquoi ils ont été éjectés. Donc il pourrait, d'ailleurs, dans votre petit frère Elvis Salisson, qui pleure au quotidien, et même les désillusionnés, les Juste Mondele, les Roger Ndokolo, par exemple, qui pleurent parce qu'ils n'ont pas été nommés, même notre ami qui vient souvent sur Ziana TV, qui fait l'émission avec l'ami Page Kiwulu face à l'actu Jean-Jacques Pambou, qui était aussi parti au Congo dans la perspective d'être nommé ministre. Ils ont pleuré, mais ils doivent s'en réjouir. Ne dis pas tant qu'à quelque chose, malheur est bon. Parce qu'au moins, il ne serait pas associé à la mort définitive du Congo, cher ami. Alors, Bédel Baouna, quand on vous entend,
Au départ, c'est vrai que la surprise, on l'a bien vu, puisque finalement, vous prenez que les Anthony Bédé-Baona. Or, ces hommes, c'est quand même une expérience. On a besoin, en ce moment, des hommes expérimentés pour être face aux résolutions que le FMI proposera au Congo Bédé-Baona. L'expérience, comme dirait Confucius, n'est qu'une lanterne qui n'éclaire que les chemins déjà parcourus. Nous ne savons pas le futur. L'avenir exige que les Congolais aillent mieux. L'avenir exige que le Congolais trouve du travail. L'avenir exige que le Congolais ne côtoie pas les poubelles et les immondices. L'avenir exige que le compétent occupe la place qu'il faut et non le génétiquement bien né ou le géographiquement bien né. M. Sassou a toujours préféré la géographie plutôt qu'à l'histoire. C'est-à-dire d'abord le clan, d'abord l'ethnie, au lieu d'entrer dans l'histoire. Et quel dommage. Mais vous nous annoncez ici déjà que Clément Mwamba allait repartir en fait. Il n'y avait pas d'ombre d'un doute pour vous? Non, pas du tout. Je savais qu'à 77%, Clément Mwamba allait être reconduit. Nous le savions déjà, parce que Sassou n'avait pas d'autre choix. C'est plutôt Clément Mwamba qui n'a pas viré Sassou. Mais parce que M. Clément Mwamba, c'est le modèle, le type même qu'adore Sassou. C'est-à-dire une extraordinaire capacité à dormir debout, une aptitude à ne rien comprendre des enjeux politiques du Congo et une immense facilité à couler une banque ou une société. Mais c'est ce genre d'homme dont M. Sassou a besoin. Donc, rien que sur ces bases-là, sur ces éléments d'appréciation et d'analyse, il était tout à fait acquis que M. Clément Mwamba allait être reconduit. Bédel Baouna, ce portrait au vitriol ne convient pas à un grand homme, Bédel Baouna. Il faut quand même savoir... Ça, c'est vous qui le dites. Voilà, vous retombez dans les jugements de valeur. Non, 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 vous n'allez pas, il fait chaud. Nous sommes invités à un anniversaire bientôt où nous irons boire un verre. Donc, monsieur, soyons sérieux. Ne nous glissons pas d'emblée dans les jugements qui ne correspondent pas au caractère ou à la personnalité de la personne que vous citez, dont vous citez le nom. Non, pas du tout. Grand homme, ça c'est vous qui le dites. En tout cas, moi, je ne crois pas. Est-ce qu'il y a-t-il eu même un grand homme au Congo depuis 1957, depuis l'indépendance? Je ne sais pas. À l'exception notable de deux immenses personnalités littéraires, Sonny Laboutansi et Tchikaya Utomsi. Y a-t-il eu un grand homme au Congo, comme le cite? Théophile Obenga, par exemple. Ça, c'est vous qui le dites, Théophile Obenga. Il a soutenu tous les présidents, il les a tous trahis. Et d'ailleurs, dans le dernier décryptage qui nous a valu des réponses et des réactions, Mme Boukadja a bien convoqué Théophile Obenga pour justifier l'absurdité qu'est la division du Congo. Mais M. Théophile Obenga n'est pas un intellectuel. Reconnu. Mais qui parle de Théophile Obenga? Mais qui parle de Théophile Obenga? Je le connais personnellement. En 2010, je suis allé à Brazzaville et je lui ai rendu visite vers l'hôtel l'Olympique Palace. Nous sommes le 25 juin 2010. Je me retrouve chez lui. Il m'accueille puisque voilà, on parlait, on discutait. Nous débattons. Je suis ressorti, je suis reparti de chez lui dépité. Je dis voilà l'élite congolaise. Voilà, finalement, on vous entend. Un intellectuel ne peut pas prêcher la scission, la division. Un intellectuel, c'est celui qui est clair, qui analyse, d'abord après avoir diagnostiqué. C'est ça un intellectuel. Et la prospective appartient aux hommes politiques. C'est ça. Un intellectuel, c'est celui qui décèle le problème. C'est celui qui l'analyse. Et c'est celui qui se bat, qui s'implique. Et le politique, c'est celui qui, en fonction de ce qu'il a appris, de ce qu'il a analysé, propose et agit. Voilà toute la différence. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle un intellectuel ne fait pas un bon homme politique, tout comme un bon homme politique ne fait pas un bon intellectuel. Les deux sont séparés, les deux sont aux antipodes. Ici, en France, on a connu un homme politique immensément intellectuel, en l'occurrence Alain Juppé. Voilà pourquoi il a échoué. Il n'a pas pu atteindre la terre promise. C'est ça, parce qu'il est trop intello. Voilà, mais je vous sens déjà assez chaud, mais on va peut-être prendre une petite digression. Je vous ramène en Autriche. Vous savez que j'ai passé, peu de gentil de la confidence, hein, j'ai passé mes vacances en Autriche, à Vienne, oui. Vous savez, oui, vous m'envoyez les photos, les cartes postales depuis Kinshasa, là où j'étais, en Afrique centrale. Voilà, maintenant vous saviez aussi que Bédel Baouna était bien acquis, puisque la dernière fois il n'a pas avoué, mais là finalement, je l'avoue, c'est bien sorti. Alors Bédel Baouna, parlons de l'Autriche, c'est évoquer la mémoire d'un homme, c'est Frédéric von Hayek. Alors,
Le grand pourfendeur de Keynes. Bah, bien sûr. Tout en sachant que moi je suis keynésien. Vous êtes keynésien, donc c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Dans les rues de Vienne, en fait, dans le quartier des musées, de la grande bibliothèque, j'ai redécouvert une œuvre de Bauna. En fait, c'est La route de la servitude. Alors vous allez me dire, voilà, vous évoquez toujours des livres pour, je dirais, comparer la situation du Congo. Bédé Bauna, ce livre est un chef-d'œuvre. Universel. Et d'actualité d'ailleurs, intemporelle. En 1944, quand il écrit ce livre, il y a déjà cette petite phrase qui va peut-être attirer votre attention. Le risque, ce n'est pas le système, que les gens qui sont à la tête du système. C'est dans le chapitre 10, oui. Sous-titré « Le nivellement par le bas ». Banco, cher ami. Et que dit-il? Se pose la question de savoir pourquoi les hommes les moins compétents et les plus nocives, les toxiques, les magouilleurs, accèdent-ils au pouvoir? Et c'est le risque, justement. Oui, le risque, ce n'est pas tant le système, parce que le système, on le vit. Le système, nous ne l'avons pas voulu, on est là. Mais le risque se décuple quand ce système est servi par des hommes toxiques, nocifs. Cher ami, très belle réflexion. Donc, oui. s'attaquer au système en soi, c'est pas vraiment le combat. Mais ce n'est pas le combat, parce que nous savons tous que M. Sassou est un tyran, est un dictateur. La dictature, elle est là. Mais quand cette dictature-là est accompagnée par des gens qui n'ont aucune conviction personnelle, qui ne pensent qu'à ses intérêts personnels, pharaoniques, démesurés, à l'exception notable d'un Thierry Mungala, d'un Clément Mwamba ou les autres, d'une Rosalie Matondo, d'une Destiné Dougaga, le pays meurt. Le pays coule. C'est l'extinction totale. Cher ami, bravo pour cette trouvaille. Je l'ai lu le livre aussi. Je me suis beaucoup attardé sur le chapitre 10, le nivellement par le bas. Oui, oui, la route de la servitude, comme il sera beaucoup question à la fin de cette émission de livre. C'est un livre que moi je recommande à nos téléspectateurs de Ziana TV. Oui, en tout cas, il est transposable pour le cas du Congo. C'est exactement ça. Moi, je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, il dit, il y a même une phrase dans son chapitre donc, sur le nivellement par le bas, donc le chapitre 10, c'est Hayek qualifie les planificateurs centraux de dictateurs en puissance qui oublient même, qui n'ont pas même de conviction personnelle bien définie et acceptent tout système de valeurs à condition qu'on leur répète ce qu'ils souhaitent entendre. Donc, nous pouvons d'ores et déjà dire que M. Sassou et M. Mwamba ont reçu l'assentiment des dociles et des crédules, cher ami. Alors, parmi les gens dociles, votre bien-aimé, c'est peut-être Jean-Jacques Bouya. Vous l'avez vu fêter, en fait, sa reconduction au gouvernement Bédel Baona. Acclamé. Je pense qu'il vous répondait parce que... Yonani. Yonani Oboya Bouya. Ngaï Bédel Baona, oui, mais justement... Bédel Baona, vous êtes souvent moqué de son ventre. Mais c'est un grand dormeur. Mais vous n'avez pas vu la bêtise de Télé Congo? Quand ils ont montré, ils ont fait un gros plan. Pas un plan large, pas un plan d'ensemble, mais un gros plan sur Bouya. Pendant la session à l'Assemblée, il était en train de ronfler. Et puis, très simple, très d'humour. Quelques députés qui étaient aux entours n'en pouvaient plus. Pourquoi? Paraît-il qu'il lâchait des paix. Et quand un Jean-Jacques Bouya lâche des paix, ce sont des milliards. Donc les gens étaient emmerdés, mais en même temps... Ils étaient là, donc il fallait supporter ça pour un jour peut-être disposer dans leur maison aussi, dans leur compte, des milliards. Et oui, pire, hein, simple, c'est ça dans le off. Enfin, voilà, simple train d'humour, cher ami. Alors, Bédé Baona, finalement, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, journée de la rentrée littéraire, c'est toujours des livres qui vont nous inspirer. Rappelez-vous, ici, il y a un décryptage pendant l'été, avant que nous prenions nos vacances, Bédé Baona, moi en Autriche et vous du côté de Tin. Nous parlions de Frankenstein. Le monstre de Frankenstein. Le monstre de Frankenstein, non, la créature qui échappa ou qui a échappé à son créateur. Au créateur, alors, exactement. C'était déjà deux hommes, Denis Sassou Nguesso et son, je dirais son pendant, monsieur Pasteur Tomi. Alors, Bédé Baona, si je reviens par rapport à cette œuvre, c'est parce qu'aujourd'hui, la situation est quasiment comique, même si on est habitué avec le Congo. Mais quand on revoit Toumi, qui prend la parole quasiment dans les mêmes termes, avec une solennité que Denis Sassou Nguesso pour fêter l'indépendance, Denis Sassou Nguesso qui parle et qui annonce à son gouvernement désormais ou d'ici là, la priorité du premier conseil des ministres, c'est que le chemin de fer soit rétabli. Mais alors, je me pose des questions. Quel commentaire avez-vous? Un commentaire, ma foi, c'est que ça a été un discours
bien construit, bien écrit, bien structuré, ça il faut le dire. Hein. C'est ça aussi, la bonne foi et la sincérité. Oui. Reconnaissant ce qui est beau ou bien ce qui ne l'est pas. En tout cas, ma foi, je ne suis pas fan de Ntoumi, je ne le deviendrai jamais. Vous l'avez souvent dit. Voilà, en tout cas, c'était un très beau discours. Oui. Bravo. Juste, daté, hein, avec des références. Il parle de tout, presque, même de la dette économique, même de la dette du Congo. Juste préféré que M. Sassou prononce un tel discours. Au lieu que ce soit Ntoumi. Il en a profité, il en a écrit des milliers. Oui. Je connais d'ailleurs une femme qui est en train d'écrire un livre sur les discours de Sassou. Voilà, donc il va les commenter, apparaître bientôt, puisque je me suis procuré quelques bonnes feuilles. Donc, voilà, en tout cas, si ce discours avait été prononcé par M. Sassou, là, ça aurait eu beaucoup plus de sens. Mais quel est l'intérêt du message de Sassou? Et aussitôt, M. Sassou a réagi hier dans le Conseil des ministres, oui. dans la première réunion du gouvernement, de l'ancien nouveau gouvernement, en fait, si vous voulez bien, pour employer l'oxymore. Que dit-il? Qu'il faut s'occuper désormais du problème du chemin de fer ou bien de Ntoumi. Il ne dit plus aller traquer Ntoumi. Il ne dit plus aller le capturer. Non, il ne le dit pas, M. Sassou. Il dit qu'il faut s'occuper, qu'il donne toute l'attitude à M. Clément Mwamba de s'en occuper. Donc, cela consiste à préparer l'opinion à, comment dirais-je, à un rassemblement au Congo, ou bien à accepter Ntoumi, ou bien à aller sur la table. D'autant que Ntoumi conclut son discours, je crois, par la tenue par un appel au dialogue que nous avons étrié ici la semaine dernière, sujet éminemment très politique d'ailleurs, pour lequel nous avons lancé un appel, une question d'ailleurs, quelle serait, à tous les leaders politiques, quelle pourrait être l'issue de ce dialogue. Pour l'instant, une personne nous a répondu, et pas de moindre. Nous publierons sa réponse dans les jours à venir. Mais pour revenir à M. Ntoumi et à M. Sassou, cela annonce une prochaine réconciliation. Voilà. Mais quel serait le sens, le sens véritable? Parce qu'au Congo, rien n'a pas de sens. Si, par exemple, M. Sassou avait nommé un membre de l'opposition radicale, un Charles Zakari Bouao, Premier ministre, par exemple, ministre des Finances, Clément Mierassa, le ministre des Médias, Sir Makosso, par exemple, ou bien Marc Mapping. Bien, nous reviendrons sur Marc Mapping. Ça aurait eu un sens. Vous voyez? Mais tout au Congo n'a pas de sens. Même la probable réconciliation de Ntoumi Sassou n'aura pas de sens. Parce que l'on sait qu'ils vont recommencer plus tard. Ce sont des cinglés tous les deux. Donc ils vont recommencer. Ce sont des bandits, des gangsters. Donc au moment où ils seront encore en difficulté, ils vont encore provoquer des violences. Voilà, Ntoumi s'enfuira encore et Sassou mettra encore dans ses trousses ses miliciens pour ramener la paix et dire que seul M. Sassou est capable et en mesure même de ramener la paix au Congo. Donc on le sait. Donc ça n'a aucun sens. Tout comme le nouveau gouvernement, ou bien l'ancien nouveau gouvernement n'a aucun sens. M. Sassou a échoué là où un autre gangster à côté, au Gabon, a réussi. Enfin, vous voulez parler de Ali Bongo. Vous avez vous l'avez toujours qualifié qu'il était sapeur, qu'il était... Dans la manière de se comporter, mais oui, vous avez bien vu comment il a manié la stratégie, comment il a dynamité l'opposition. Jean Ping est en difficulté maintenant. Sur le plan communicationnel, vous ne pouvez pas dire que Jean Ping sort grandi après le départ de Ndemezo. Mais oui, mais on les connaît. C'est pas n'importe qui. Donc un retour. Mais pourquoi Sassou ne le fait-il pas? Mais pourquoi il l'a fait avec Kolela. Mais ce sont des pauvres types, Kolela, mais ils ne sont pas au gouvernement. Mais eux, le jour... Ils apportent du lomo. Les jours où Sassou tombe, ils monteront dans l'avion avec eux parce qu'ils savent que les Congolais le savent qu'ils ont toujours accompagné la mafia de Sassou. Ils le savent. Et ils tomberont. Au contraire d'Ndemezo. Ndemezo a été du PDG, donc le parti il est parti se déposer. Et là, par, comment dirais-je, par Maïsi ou par tactique, pas par stratégie. Un dialogue initié par Ali Bongo lui-même, oui, mais les partisans de Jean Ping, eux, n'y assistaient pas. Mais il a quand même réussi à choper M. Ndemezo. Enfin, Ndemezo est reparti à la maison, mais il n'a pas vraiment chopé. Ndemezo, c'est déjà un baron du système. Mais Bouao était où? Mais Bouao était où? Bouao était où? Je ne fais pas la pub de M. Bouao. Je dis que le gouvernement, là, actuel,
censé être efficace aurait eu un sens pour essayer de décrisper quand même, parce qu'à un moment, la radicalité n'a d'égal aussi que la régression. Donc, la faillite, si il se dépouille de quelques pouvoirs, les finances, l'armée, la primature. Bon, d'accord, ok. Au lieu d'aller au dialogue, je nomme par exemple un Clément Mirassa, un Bowao pour Premier ministre. C'est-à-dire l'opposition garde la primature, les finances. Parce que tout part de là. Quand vous avez un Gilbert Ondongo qui a pillé, impliqué dans des scandales financiers, quand vous avez un Bouya, mais ils sont là, ils ne sont pas partis. En quoi ce gouvernement serait-il efficace? Puisqu'on dit 15-20 ans, ils ont échoué, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils vont faire en 3 ans. Et le Congo n'aura pas d'argent. Si le FMI apporte de l'argent, il faut le dire, c'est pour d'abord aller payer les créances du Congo. Ah oui, donc le Congo est mal barré, cher ami. Mais quoi qu'il en soit, M. Sassou est usé. Il est fatigué, il n'est plus capable de stratégie digne de ce nom. Il ne peut plus porter les stockades, comme le fait Ali Bongo. Donc voilà, Ali Bongo dans la fougue de la jeunesse, de l'extraversion aussi, et il sautille, voilà, Ali Bomier, Ali Bomaye, il réussit des coups. Et je vous dis qu'Ali Bongo a porté un coup fatal à l'opposition. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'opposition gabonaise est désarçonné, et Jean Ping pourrait ne pas s'en relever d'ailleurs. Enfin, ben, on va voir, mais Jean Ping aussi, c'est un vieux loup, Bédé Baona. Nous verrons. Il connaît très bien le système. Ça, c'est fou. Ouais. Il est un fils et un beau-fils, donc il verra bien nous verrons. Frère, pardon. Parfois, il suffit. Il y a eu hier soir un combat de boxe. Tout le monde parle de boxe. Parfois, il suffit d'un seul coup pour que vous alliez à terre, que vous mettez KO. Et ce coup-là a été fatal, je crois. Donc vous dites que Sassou, aujourd'hui, vieux et fatigué, n'a pas pu porter ce même coup. Mais il ne peut plus, il n'en a plus les moyens. Il n'en a plus. Soit. Mais M. Sassou n'a pas réussi, comme nous l'avons dit, qu'il était en train de pêcher, d'être à la recherche d'un gros poisson. Mais il n'a pas réussi. En même temps, il ne peut pas sortir de son cercle mafieux. Parce que dans la mafia, dès que vous sortez, vous pourrez trahir. On vous abat. Donc M. Sassou aussi a peur de se départir des mafieux qui l'ont accompagné. Certainement l'ont-ils menacé. Certainement, il a craint aussi des révélations. Il a craint des dissidences multiformes. Et là, ça aurait été fatal, surtout pour son fils bien-aimé, le futur président du Congo. Enfin, au moins, M. Sassou a quand même apporté de la nouveauté dans la constitution congolaise sur le poste de vice-premier ministre qui n'y avait pas... non, c'est pas une nouveauté. Non, c'est possible. Il n'y a pas eu viol de la Constitution. Je parle pas du viol de la Constitution. Non, j'ai suivi le débat sur les réseaux sociaux, puisque les gens n'ont rien à faire. Ils ne réfléchissent pas, enfin, du moins ils réfléchissent, mais ils ne vont pas... Non, ils ne vont pas en profondeur. Dès l'instant où on nomme un Premier ministre, il peut avoir un adjoint. Il n'y a aucune contradiction. Il y a un Premier ministre. La Constitution reconnaît un Premier ministre. Donc, il est tout à fait normal qu'il puisse avoir un adjoint, vice-premier ministre, deuxième vice... Demain, il y aura aussi un vice-président. Un vice-président. Non, il n'y a qu'un seul président. C'est le président de la République qui nomme le gouvernement par décret sur proposition du Premier ministre. Donc, le Premier ministre peut avoir un adjoint. Proposer au président de pouvoir lui nommer un vice-premier ministre. Mais c'est tout comme le secrétaire d'État. Un ministre peut avoir un secrétaire d'État. Je comprends très bien. Voilà, moi je n'ai pas... Moi je me méfie aujourd'hui des constitutionnalistes congolais. Mais on est où est-ce qu'ils nous ont emmenés? Parce que c'est toujours dans la même interprétation qu'ils ont réussi à faire changer la Constitution. C'est toujours les mêmes qui hier profondaient cette Constitution qui aujourd'hui trouvent des éléments pour justifier que ça soit nommé son beau-fils, je dirais, Ayessa. Beau-fils, beau-père, gendre, tout ça. Mais ça, c'est connu. Il nomme Ayessa en tant que vice-premier ministre. Enfin, les constitutionnalistes congolais, depuis le Nzobi du doyen Moudoudou aujourd'hui, il faut bien avoir peur parce qu'ils sont capables, Bédé Baona, de vous vendre la Lune en vous disant que vous êtes sur Mars. Voilà. Enfin, c'est une parenthèse. Alors, ce qui est important aujourd'hui, on voit très bien que l'actu du côté de Brazzaville a quand même aussi des impacts du côté de Paris, puisque vous avez vu que la diaspora congolaise reste mobilisée, notamment par rapport à cette question de la dette, mais vous avez vu aussi, Bédé Baona, que les hommes qui mènent la fronde ici du côté de Paris se sont réunis afin de pouvoir interpeller le FMI et surtout adresser une lettre à Mme Christine Lagarde afin de ne pas venir au secours de Denis Sassou Nguesso, puisque l'argent, il avait, il a pillé, donc il n'a qu'à répondre lui-même. Monsieur Makosso,
Le Congo a un problème aussi majeur. Ça veut dire, vous trouvez qu'il y a des problèmes au Congo. Quand il y a des hommes qui se réunissent pour apporter une solution, pour vous, c'est un problème. Mais laissez-moi m'exprimer. Allez-y. Parce que quand vous commencez, le Congo a un problème. Je pourrais saluer cette initiative. Mais vous devriez, normalement. Mais dans quel but, dans quel intérêt, cher ami? Mais dans l'intérêt du Congo. Congo. Le problème du Congo, c'est la passion des sectes. M. Sassou dirige une secte, le PCT. M. Ntoumi dirige une secte, son parti et ses zouaves. À Paris, les Congolais ne sont pas non plus en reste. Il y a une secte aussi à Paris, dénommée les Assises nationales du Congo. Enfin, dirigée par un grand frère, parce que je n'ai que des grands frères, qui étaient nombreux à leur réunion de vendredi d'ailleurs, par Mawawa. Le problème, c'est que dans Mawawa, il y a Mawa. Et qui dit Mawa dit le malheur. Est-ce que ça va porter chance? C'est ce que je vous dis. Oui, allez-y. Ils se sont retrouvés vendredi dans quel but? C'est de réfléchir à la lettre qu'ils vont envoyer au FMI. Tout à fait. Mais comme tous, ce sont des gens intelligents, c'est des docteurs. Hein. Il y a beaucoup de docteurs. Oui, c'est vrai. Mes grands frères, là, n'étaient pas fichus de s'entendre sur... la formulation. Comme mon grand frère Éric Pontou, avocat au barreau de Paris, propose une virgule, un autre docteur, Magloire Ndoba, aussi un grand frère à moi, lui, il propose un point virgule. Sans oublier le docteur... Mon autre grand frère, je ne sais qui vous lui dit, mais là, il faut mettre un point d'exclamation. Notre ami Antoine Page qui vous lui dit, non, c'est mieux de mettre 3 points de suspension. Ils se sont chamaillés rien que sur la ponctuation. Voilà. Et donc pour vous, c'est parce que ça participe de cette passion de secte. Ils sont fermes. Ils programment leur suicide collectif. C'est ça. Mais, chers amis, soyons sérieux. Trêve de plaisanterie. L'heure au Congo n'est plus à la réflexion. L'heure est à l'action. Les assises nationales existent depuis 2014, je crois, juin 2014. Mais attends, mais ce que je vous dis, l'heure n'est plus à la tergiversation, l'heure n'est plus au Congo à la réflexion. L'heure est à l'action. Ils se définissent comme des hommes politiques. Un homme politique, c'est celui qui agit. Un intellectuel, c'est celui qui réfléchit. Mais c'est parce qu'ils confondent tout. Quel est leur statut? C'est ça le problème. L'heure est à l'action. Moi, si les assises nationales avaient pondu un communiqué dans lequel disait, écoutez, nous ne pouvons plus réfléchir, passons à l'action, nous appelons le peuple congolais à s'insurger. Et là, derrière, les penseurs, ceux qui réfléchissent, plongent sur la légitimité de la violence. Dans quelle mesure la violence est-elle un moyen de salut? C'est ça la question. Mais d'abord, c'est aux politiques qu'ils sont, dans la secte des assises nationales, d'appeler à une forte action. Quel a été le message depuis 3 ans des assises nationales? C'est comme, et ceux aussi des petits groupements d'ici à Paris. Ah, je suis le président de la diaspora. Ah, je suis le président du Haut Conseil de la diaspora. Ah, je suis le président de ceci. Mais ça ne sert à rien, cher ami. Hier, samedi, les Gabonais et les Togolais ont manifesté. Quand ils manifestent, il n'y a qu'une seule demande. Allez voir à la préfecture de police de Paris les demandes que les Congolais y ont introduites dans le but de manifester. Chaque demande, le nom change. C'est parce que chacun veut être leader. C'est parce que chacun est obsédé par des responsabilités politiques, cher ami. Incapable. Le Congolais est irréductible, je dis bien irréductible, au rassemblement. Alors, à l'unité, à l'homogénéité. C'est impossible. Après, quand on voit un peu l'histoire ici des mouvements politiques, les Congolais de Brazzaville ont occupé la place parisienne longtemps. Mais combien de fois? Mais beaucoup. Mais pourquoi? Mais pourquoi n'agrègent-ils pas leurs efforts intellectuels et politiques? Mais c'est de ça dont on a besoin. Il faut être unis. Et cela profite à Sassou, cet éparpillement. Il dit, mais ils sont nombreux, ils n'arrivent pas à s'entendre. Quelle crédibilité? Nous discutons avec les autorités d'ici. J'étais à Bruxelles récemment avec des amis de la RDC. On a rencontré une personnalité belge, une haute personnalité belge. Moi, quand je lui pose la question, alors, la réplique n'a pas tardé. Il me dit, où est l'alternative? Donnez-moi des noms. Ben, vous avez des noms. Idem comme au Congo. Au Congo-Brazzaville. Qui?
Un coup, c'est Guy Mafimba qui va aller rencontrer, le conseiller de tel ministre. Un coup, c'est Mpandi. Un autre, c'est Mawawa. C'est Mapingu. C'est Moudilou. C'est Pemo. C'est Kokokolo. C'est Mungwas. Non, ils sont trop nombreux. Ils doivent se réunir, ne désigner qu'une seule voix qui pourra s'exprimer au nom des Congolais. Des opposants politiques. Les Gabonais sur le modèle aujourd'hui. Mais les Gabonais sont... On a vu depuis... Mais les Gabonais sont structurés, un seul leader. Ici sur Paris, les manifestations n'ont pas arrêté. Un seul leader, un seul. Et c'est ce qui... Or, vous ne pouvez pas chasser un dictateur quand vous êtes éparpillé. Quand fait les Nigérians, si l'actuel président qui est souvent malade à Londres, Buhari, c'est parce que tous les opposants s'étaient rassemblés derrière un seul leader. Il dit, bon, allons-y. C'est ce qui s'est passé au Bénin. Oui. Hein? Pourquoi au Congo cela est-il impossible? Il ne vous a pas échappé qu'il y a eu pléthore, sinon diarrhée de candidats à l'élection présidentielle pour aller affronter Sassou. On était dans la sociologie même du Congo, c'est-à-dire la pseudo-sociologie, que voilà, une région ne vote que pour un leader. Mais c'est une foutaise. C'est une foutaise. C'est ce que prône d'ailleurs même Théophile Obenga dont on a parlé ici. La séparation, la discrimination, que le Sud doit subir, ça signe nanani, nanani. Mais non. Mais non. Les Congolais, les hommes politiques peuvent déloger M. Sassou. Il est usé, il est fatigué, ils peuvent, mais à condition d'articuler une stratégie efficace. Mais ce n'est pas en tenant des réunions ici, l'argent qu'ils dépensent pour payer les salles. Ils auraient... Pourquoi ne le donnent-ils pas? Nous, on boit nos bières, voilà, c'est tout. On n'en parle pas parce que rien ne sortira de ces conclaves ou bien de ces réunions de sectes. Je vois que vous êtes fâché contre la... D'abord, vous n'aimez pas la diaspora. Je vois maintenant... Mais je suis un membre de la diaspora congolaise. Mais c'est le comportement... Mais ce sont les attitudes. Mais ce sont les attitudes qui me déroutent, cher ami. Je vis à Paris depuis 29 ans. 29 ans, cher ami. Je suis arrivé à moins de 20 ans aussi, je vous le dis. Mais l'attitude des Congolais me déroute. Comment voulez-vous aller construire quelque chose si vous êtes plusieurs à vous chamailler et entre eux, ce sont des bagarres? Vous n'avez pas vu la bagarre entre Moudilou et mon grand frère Mapingu? Voilà. Moudilou, le provocateur. Il se chamaille. Oh, je suis avocat. Oh, je suis ici. Oh, et on met des photos. Vous voyez, des futilités. On s'attarde, le Congolais aime s'attarder sur des futilités. Il ne lit pas, il ne réfléchit pas vraiment en profondeur, il ne pousse pas assez loin la réflexion, il ne se fait pas violence. Or que tout se fait, la beauté découle de la violence que l'on fait. Hein? La Renaissance est issue de la violence qu'il y a eu en Italie. C'est le cinéaste Oswald qui le disait, que l'Italie des Borgia a connu 100 ans de guerre, il en est ressorti la Renaissance. La Suisse a connu 50 ans de paix, il en est ressorti le chocolat au lait. Donc voilà, donc c'est une métaphore qui peut être transposable, qui est transposable partout. Oui. Voilà. Alors, Bédel Baouda, je comprends très bien. Merci pour la transition. Puisque vous allez apprécier la beauté d'un homme, c'est JFK. Alors, vous allez me dire, le Congo a maintenant... Bah, bien sûr, le Congo a maintenant un JFK. Le Congo a maintenant JFK, donc Jean-François Kando, le nouveau maire de Pointe-Noire, et son pendant brazzavillois, monsieur Roger Christian Okemba. Donc, vous voyez très bien que le rock, vous avez entre côté JFK et le rock de l'autre côté, Bédel Baouda. Vous comprenez que ces deux villes sont désormais... D'un côté, vous avez le glamour, et de l'autre côté, vous avez un homme qui va s'impliquer et travailler. Bédel Baouda, un commentaire déjà pour ces deux hommes qui vont désormais administrer les deux grandes villes du Congo. JFK, je ne le connais pas assez. J'ai lu des articles dans lesquels j'ai appris qu'il était toujours là à la mairie, mais qu'il n'était pas en bon terme avec son prédécesseur, en l'occurrence Viodo, qui lui est allé à l'Assemblée plus tôt. Et puis pour Okemba, lui... J'en avais entendu parler, je crois qu'il fait partie de l'association initiée par Edgar Nguesso. Donc on peut considérer que c'est la continuité de la guerre Kiki-Edgar. Donc K pour K, donc Kondo pour Kiki, et puis les voyelles pour Okemba, Edgar, voilà. Donc c'est la continuité. Et puis les voyelles. Donc c'est toujours cette guerre-là qui perdure. Bon. Est-ce qu'on peut leur accorder le bénéfice du doute? Ah mais oui, tout à fait. Monsieur Okemba est un homme, quoi que l'on dise, hein, ce n'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes opinions
Et ce n'est pas parce on m'a parlé de lui en bien et un opposant. Il m'a dit non, le gars est construit intellectuellement et politiquement, il milite depuis longtemps et il se bat. Donc, accordons-lui le bénéfice du doute, peut-être que va-t-il balayer, nettoyer Brazzaville, ce que n'a pas pu faire son prédécesseur, lequel est resté 15 ans. Et qui est devenu ministre. Ministre aussi, mais il a hérité d'un Marocain, d'un strapotin, donc on va voir ce qu'il va faire. Et mais M. Kondo, qu'on a blâmé sur les réseaux sociaux parce qu'il a fêté sa victoire, mais il n'est pas interdit non plus de fêter. Et voilà, le gars attendait ce poste depuis longtemps, il l'a eu, bon, il fait une petite, il offre un pot. Ce n'est que normal, ce n'est pas là, le vrai sujet n'est pas là. Donc on va attendre. Alors donc vous croyez avec Kondo, les immondistes de Pointe-Noire, pour vous, c'est quasiment la fin. Mais c'est ce que j'ai cru entendre qu'il a annoncé dans son discours. Dans son propos. Mais il était déjà là, mais il était déjà là, bon, il n'a rien fait. Donc nous pouvons avoir un préjugé défavorable, voilà. Mais pour M. Okemba, le mieux c'est d'attendre, avant de juger. Très bien, Bédel Baouna. Attendons, mais on n'attendra pas longtemps, puisque nous allons rentrer, Bédel Baouna, dans un sujet, je vois dire votre sourire, un sujet qui vous est très, très, très cher, Bédel Baouna, c'est la rentrée littéraire. Voilà, Bédel Baouna. Alors, il faut quand même dire que les chiffres parlent d'eux-mêmes. 581 romans, recensés donc depuis août et octobre, dont 390 romans français, bien sûr, la littérature française continue, et 191 traductions. Donc la rentrée littéraire 2017 Bédel Baouna est très, très, très chargée. Ah, très chargée, oui. Il y a plus de 500 romans, vous l'avez bien souligné, et d'ores et déjà, nous avons une petite sélection. Nous ne pouvons pas tout lire, mais on a lu au moins déjà un paquet. Donc, nous avons notre, ici, Asiana TV, nous avons notre petite idée. Je sais que chaque rentrée littéraire, souvent vous dénichez des pépites et on est agréablement surpris en cours d'année que ces livres que vous citez ici, en fait, reçoivent des prix et non pas des moindres. Hein. Oui, bon, il y a un roman qui m'a plu. C'est un roman qui a été écrit par la franco-ivoirienne Véronique Tadjo, qui est prof de français, qui est vraiment littéraire, hein, qui n'est pas son premier coup de maître. C'est En compagnie des hommes. En fait, ce roman, c'est une prosopopée. Cette figure de rhétorique qui consiste à donner la parole à des êtres vivants, un arbre par exemple. Tiens, le narrateur, il y a 3 narrateurs, donc c'est un roman à 3 voix, une polyphonie, narrative à la fois et énonciative. C'est-à-dire qu'il y a le narrateur, mais en même temps qu'il juge, qu'il émet un avis. Voilà. Donc c'est En compagnie des hommes, donc il y a 3 narrateurs. Il y a le baobab, donc l'arbre, il y a Ebola, et puis la chauve-souris. Et le roman justement parle du virus Ebola qui a sévi en Afrique de l'Ouest, qui a décimé des milliers et des milliers de personnes. Et le but du roman, c'est de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et quelle est la place de l'homme, quelle est la responsabilité de l'homme dans la propagation de ce virus. Et les narrateurs, les personnages narrateurs, de pointer même du doigt l'irresponsabilité de l'homme. Bon, en tout cas, c'est un roman très bien écrit, à la première personne, hein, alternant parfois, devient un roman hétérogénégique et puis homogénégique. Vraiment, moi, bravo. Juste quelques phrases, voilà. Ça, c'est le baobab qui parle. Non, ça, c'est le virus qui parle. Je n'aime pas voyager. Je préfère rester au fin fond de la jungle intouché, là où je suis le plus heureux. Sauf quand on me dérange. Ah ouais, car lorsque je sors brusquement de mon sommeil, je vais d'un animal à un autre. Là, c'est le virus Ebola qui parle. Oui. On voit même là son mode de propagation. Ah oui, tout à fait. Donc, vraiment, c'est un roman que moi, je recommande aux amis téléspectateurs de Ziana TV, En compagnie des hommes. Il y a eu aussi, j'aime bien aussi un roman, c'est celui d'Emmanuelle Favier. C'est une jeune femme de 37 ans. Elle est correctrice chez Mediapart. Donc, elle a, comment dirais-je, elle a publié Le courage qu'il faut aux rivières. C'est paru chez Albin Michel, en fait. Il s'agit de la femme, de toutes les femmes. Selon une coutume, donc une femme jure, elle fait un serment qu'elle souhaite accéder aux mêmes droits et aux mêmes devoirs que les hommes, mais à condition de ne pas revenir à sa féminité. Mais à un moment donné, il rencontre un bel homme. Et que fait-elle? Eh oui, c'est ça.
Vraiment, ça, c'est du grand art. En tout cas, c'est un potentiel prix Goncourt, prix Renaudot, prix féminin. Mais au-delà aussi, c'est une réflexion sur la condition humaine, hein, comme dans le roman dont je vais parler tout à l'heure aussi. Il nous invite à réfléchir sur nous-mêmes, sur notre condition. En tout cas, c'est un roman très philosophique, très sociétal, en tout cas, avec des questions existentielles, pardon. Donc, que moi, je recommande aussi aux téléspectateurs. Voilà, un roman très ardent, voilà, en tout cas succulent, en tout cas poétique. En tout cas, le style est très poétique, que je recommande. Donc, ça, il faudra vraiment le lire, ce roman-là, le courage qu'il faut aux rivières d'Emmanuel Favier. Mais il y a eu aussi, en début d'année, un roman que j'ai aimé, c'est Danser au bord de l'abîme, de Grégoire Delacour, paru chez Jean-Claude Lattès. Donc, moi, j'espère pour ce roman que les membres de différents jurys pourront le sélectionner pour un prix, même s'il est paru un peu tôt quand même, un peu tôt, mais il est toujours d'actualité, il est très vendu. C'est un beau roman. Dans ce roman, on est comme dans le Binanangana Respect. Vous savez, j'avais fait une émission aussi sur le Binanangana Respect. Donc, c'est une femme seule qui va dans un bar à Montparnasse, du côté de Montparnasse, je crois, mariée, heureuse, mère de 3 enfants, son mari a tout à la maison. Là, elle y va juste pour boire un verre, pouf, un regard, quelqu'un qui la toise, qui la regarde, elle succombe. On est quasiment... Et dans le Binanangana Respect, dans le Binanangana Respect, c'est ce que j'ai écrit. Et oui, en tout cas, c'est Danser au bord de l'abîme. Et la dame, c'est que ce qui est succulent dans ce roman, c'est que la dame sait, à la maison, c'est mort. Pourtant, elle ne dit pas oui d'emblée à l'homme, mais d'elle-même, elle sait que c'est fini. C'est fini, je succombe. Et le regard est insistant, il est pénétrant. C'est comme dans ah mais oui, mais qu'est-ce que tu es allé faire dans un bar seul? C'est ça. Donc il y a toujours un danger. Donc ce n'est pas seulement un problème congolais africain. Qu'une femme seule, mais c'est un roman, Danser au bord de l'abîme, oui. Mais la femme danse au bord de l'abîme. Elle danse le Binanangana Respect au bord de l'abîme. Elle est au bord de l'abîme. Mais ce qui est intellectuellement honnête, c'est qu'elle sait d'emblée que c'est fini. Ce qui n'est pas le cas, en fait, dans la chanson, là. Hein. Non, mais dans la chanson, le gars insiste, justement, oui, tout à fait, oui. Le gars lui dit ses titres. Mais là, le gars, c'est le regard seulement. Et la dame a tout compris, que c'est mort à la maison. Ça y est, je vais trahir mon mari, mon foyer, mon bonheur. Chef-d'œuvre, Danser au bord de l'abîme. Jean-Claude Lattès, de Grégoire Delacour. Mais je vais aussi parler d'un jeune Congolais que vous connaissez bien, en l'occurrence... Russell Morley Moussala, journaliste, historien, qui a pondu une pièce de théâtre, Capture d'écran. Et oui, alors lui, il me dit toujours que pour lire un pays, il faut d'abord lire les petites mains, car c'est à partir d'eux justement qu'on comprend les difficultés d'un pays, quelle leur vie. Alors donc, Capture d'écran, c'est une pièce de théâtre, style vraiment très puissant. Il s'agit d'une femme, d'une domestique, qui raconte ses malheurs. Et ça, je ferai le lien avec le livre, le roman qui va suivre. D'où le sous-titre en anglais. Oui, de Domestic Worker. Donc, une pièce de théâtre de Morley Moussala. Juste un extrait comme ça, savoureux, voilà. Dans ce pays, oui, ce pays-là, ce pays en question, des habitants fuyant la mer partent nombreux en direction de l'autre pays là-bas pour devenir domestiques. Une fois arrivés, elle découvre le travail de 24 heures par jour, la maltraitance, la faim, le viol, etc. Cela s'est passé dans ce pays-là. C'est la femme qui parle. C'est la dignité humaine qui est emprisonnée là-bas et ici. Pourquoi? Mais parce que nos cervelles sont logées dans nos doigts, nos extrémités digitales. Parce que je viens de loin, de très loin, plus loin. Parce que je suis différente d'elle, d'après eux, d'après elle et d'après vous aussi. Je suis venu ici avec l'idée de me trouver une famille. Je suis ici pour trouver un sourire, un regard. Pourquoi suis-je parti? Je suis parti parce que je pensais être chez moi partout. Oui, elle est partie à la recherche du bonheur. Et qu'est-ce que la patrie? La patrie, c'est partout là où le bonheur est possible. Cette femme croit trouver le bonheur ailleurs. Arrivée là-bas, elle est domestique. Et c'est toute cette dignité qui, en quelque sorte, s'éteint. Oui, cher ami. Mais j'avais oublié aussi d'un autre roman que j'ai lu avant-hier, La Sonate oubliée. Ça vous dit quelque chose?
La sonate, nous en avons déjà parlé ici. On a déjà parlé d'un grand... Dongala, Emmanuel Dongala. Exactement. Mais là, il s'agit d'un roman de Cristiana Moro, paru aux éditions Prélude. Et l'histoire se passe à Venise, en fait. C'est un lien entre la ville, Venise, de Vivaldi, oui, puisqu'ils vont se retrouver, les jeunes filles, 3 jeunes filles, vont se retrouver autour de la sonate oubliée donc, de Vivaldi. Donc ça fait le lien entre la Venise, ville éternelle. J'aimerais y aller un jour en noces, comment on dit, en noces de mariage. En voyage de noces. En voyage de noces, pardon, mais je n'ai pas les moyens. je n'en ai pas. Donc, en tout cas, on découvre Venise au fil des pages, le Venise d'avant et le Venise d'aujourd'hui. C'était un premier roman, ma foi, où se superposent en tout cas les époques. Et bravo à Cristiana Moro. Et alors, enfin, si vous permettez, je sais que chaque année, vous avez évoqué avec beaucoup d'enthousiasme et de passion ces différents livres, mais il y a toujours un qui retient votre attention d'une manière particulière. Et cette année, c'est le jeune, en fait, Oscar Kopfan, qui publie, non pas son premier, mais je pense même son quatrième roman, en tout cas, La poussière. Il a à peine 28 ans, vous étiez admiratif et je sais que aujourd'hui vous ne mettrez peut-être pas votre main au feu pour lui, mais vous êtes sûr que c'est un chef-d'œuvre et il faut le lire, ce livre qui est édité chez Grasset. À 28 ans, écrire un tel livre, cher ami, c'est presque un miracle, c'est du grand art. Il y a bien des gens au Congo qui écrivent, oui, qui ont écrit très jeunes. Des dessinées de Dukaga a écrit à 16 ans des poèmes, et puis à 14 ans, il avait déjà un parti. Donc, et puis Jean-Jacques Bouwa pilotait déjà un Boeing à 15 ans. Alors, mais quand on lui confie un Boeing, il ne sait pas appuyer sur le bouton de décollage, ou bien il appuie sur le bouton d'atterrissage alors qu'il aurait dû appuyer sur le bouton de décollage. Simple métaphore pour dire qu'il ne peut pas faire décoller un pays. Bien. Aux ans bien nés, la valeur n'attend point le nombre d'années. Le jeune homme, Oscar Kopfan, mâcher la poussière. Ça, vous avez lu 100 ans de solitude. Vous savez quelle est la particularité du roman de Garcia Marquez? C'est qu'il n'y a quasiment pas de scène. La scène est diluée par les flots successifs de la narration. C'est comme dans ce roman. Non, il n'y a quasiment pas de scène. Et l'auteur, et ça est notre exploit, privilégie plus la psychologie plutôt que l'intrigue. Quelle est l'histoire? Il s'agit d'un baron, M. Stefano, riche, qui emploie des milliers, des centaines de travailleurs, qui donne de la terre, qui donne du travail. Donc il tient presque une ville. Il est chez lui, dans sa maison, et l'auteur, parce que chaque mot a son importance. Il emploie bien, il est de la cuisine, dans sa cuisine assombrie. Donc ça veut tout dire que la cuisine est assombrie. Et là, il aperçoit à travers la fenêtre un enfant qui se faufile dans les jardins, qui lance des pierres. Il prend son fusil, il le tire. Le petit est mort, lui. Mais seulement, le petit n'est pas n'importe qui. C'est le neveu du parrain de la mafia de la ville. Eh oui. Et il sait que le parrain va se venger. Mais le parrain, il arrive, il dit, ah, le gars là, si je le tue, il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver au chômage. Que faire? Faisons quelque chose. Donc, on ne va pas le tuer, mais il va être condamné à vivre dans son hôtel. Il ne peut pas sortir. Il ne bouge pas de là. Et il a des gardes partout. Les mafieux ont mis des gens qui le surveillent. Et l'histoire se passe dans un hôtel. Donc, en quelque sorte, c'était un huis clos époustouflant. Époustouflant. C'est du grand art. Et là, c'est le gars, le baron, donc, qui s'adresse, qui parle, seul, qui monologue. Et toi, grand idiot, posté au café d'en face, même un 31 décembre, tu me surveilles? N'as-tu donc personne avec qui fêter le réveillon? Non? Tu vois encore une chose que nous partageons. Hier, j'ai compris quelque chose. Dans ton café en bas, à me surveiller nuit et jour, vois-tu, tu es tout aussi prisonnier que moi, parce que tu me surveilles. Oui. Alors, je ne te crains plus. Toute cette année, j'ai tremblé dès que j'apercevais ta silhouette. Je rêvais que tu venais jusque dans mon lit me planter une dague dans la nuque. Puisque je n'ai jamais pu voir ton visage, je croyais te reconnaître en chacun des hommes qui déjeunaient seuls à mes côtés dans la salle du restaurant.
Je n'avais de cesse de penser à toi et d'attendre le châtiment. J'avais peur, oui, tellement peur de toi. Mais hier, tout a changé. Je t'ai compris. Tu n'es qu'un petit employé au service de ces brigands. Tu es à leur merci, comme moi. Entre esclaves, on ne devrait pas se craindre. Qu'ils me contrôlent, je l'ai accepté assez vite. Mais je ne supportais pas ta silhouette ou celle de l'autre homme. Oui, je crois que vous êtes 2, 3 peut-être. Et tous ensemble, vous n'êtes qu'un ramassis d'esclaves. Alors je ne vous crains pas. Jamais plus vous ne pourrez vous reposer sur ma peur. Vous serez à mon service, car tant que je vivrai, vous serez condamné à rester assis au café d'en bas quand il est ouvert et à même la rue lorsque la nuit frappe. À la tienne, petit homme, à la tienne. Simple extrait. Donc, cette capacité à vouloir privilégier la psychologie, à couper le son, une seule phrase descriptive, il coupe le son, comme chez Sonny Laboutancy, dans La vie est demie, il vous balance une petite scène en 2 phrases, quand par exemple dans La vie est demie, le guide providentiel plante un couteau dans la gorge du médecin, de son médecin personnel, pour avoir fait échapper la fille de l'opposant martial, il coupe le son Sonny Laboutancy. Et là maintenant on entre dans la pensée du personnage qui est là. Donc c'est comme dans ce roman, ou bien comme chez Stendhal par exemple. Dans Le Rouge et le Noir, il aime couper le son. Pour entrer maintenant dans la pensée, dans le compte rendu de pensée du personnage. C'est du grand art. En tout cas, il y a Mâcher la poussière, Danser au bord de l'abîme, La couleur qu'il faut aux rivières. Je pense que ce sont des romans qui seront primés, à mon avis. Ce sont des potentiels lauréats de Grand Prix littéraire de cet automne, mes chers amis. Donc, bonne rentrée littéraire, Bédel Baona. Merci, cher ami. Mais moi, j'aurais aimé aussi écrire un tel chef-d'œuvre. Mais moi, je n'en ai pas les moyens. J'aurais bien aimé aussi que votre grand frère, en fait, Henri Ndiombo, nous proposât une œuvre en cette rentrée littéraire. Par exemple, le courage. Oui, il peut écrire Le courage qu'il faut aux rivières d'Emmanuel Favier, pourquoi pas. Mais il en a les moyens. Vous savez, au Congo, le problème, ce n'est pas tant les auteurs qui manquent, mais ceux qui écrivent trop. Votre papa Mondelongolo écrit un livre chaque semaine. Mais qui lit ces livres, je ne sais pas. Donc, mais c'est le temps. Il faut prendre le temps d'écrire, de soumettre le texte même à 10, 20, 30 personnes. Il ne faut pas avoir honte. Alain Mabonkou, depuis Petit Pimon, n'a plus écrit de roman. C'est parce qu'il prend le temps. On m'a dit hier que non, mais il est en train d'écrire, ça viendra. Donc c'est ça, il ne faut pas se précipiter. Le livre n'est pas un objet de consommation. Ah non! C'est un outil de la vie, le livre. Ce n'est pas un objet de consommation. Donc, on ne peut pas balancer comme ça un livre à la légère, écrire, organiser des dédicaces à Brazzaville. C'est parce qu'au Congo, tout simplement, il n'y a pas de critique littéraire. Ah ben si, vous avez il n'y en a pas de critique. M. Kadimanzouzi, par exemple. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Moi, je le lui ai dit. Il tient les éditions Aymar, aucun livre. Aucun livre qui ne retienne l'attention. Qui? Vous avez de patients qui nous en parleront. Il y en a beaucoup qui se sont improvisés critiques littéraires. Et ils n'écrivent que des critiques complaisantes. Même ici à Paris, il suffit d'aller chez les amis. Voilà. Et pour terminer, je vous conseille aussi de lire le premier roman de la sœur Marie-Léontine Tibinda, l'a dit Boomerang. Nous en parlerons plus tard parce que je ne l'ai pas encore fini, je ne suis qu'à la moitié, cher ami. Mais d'ores et déjà, nous vous en parler. Voilà, parfois il y a des fulgurances, mais parfois, mais bon, je me dis, ah là, on en parlera prochainement. Sur ce roman prochainement. Vous m'entendrez sur le roman de Marie-Léontine Tibinda. Vos amis des balades de la balade des idées de Cédric Mpidi. Ça doivent s'attendre aussi à certaines lectures. Mais c'est bien conseils de lecture. Mais c'est bien ce que fait Cédric Mpidi, c'est de permettre à des gens de s'exprimer. Et les critiques, puisque les critiques sont instantanées, donnent des éléments aux auteurs, voilà, de travailler davantage ou bien de la manière d'avancer. Donc, non, mais c'est une initiative noble, nos amis de la balade des idées, voilà, et bravo à Cédric Mpidi. Alors, en ce moment où nous rentrons sur le plan littéraire, il était normal de faire un clin d'œil à ce groupe qui propose pas mal de textes dans tous les domaines en plus. Il y a des foutaises, mais il y a aussi voilà, des friandises. Nous espérons que vous dénoncerez les foutaises d'ici là, Bédel Baona. Nous verrons.
Merci encore, Bédel Baouna. De rien, cher ami. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi Décryptage, bien sûr, avec cette rentrée littéraire. Ben, les œuvres sont là. N'hésitez pas à aller frapper dans une bibliothèque. Lisez, 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 c'est très important. Bédel Baouna se plaint souvent que les Congolais ne lisent plus, mais je pense qu'ils vous surprendront. Peut-être que vous aurez des commentaires, Bédel Baouna, Je l'espère. par rapport aux œuvres que vous avez proposées. Aux œuvres que j'ai proposées, en tout cas, donc capture d'écran, mâcher la poussière. Il y a le courage qu'il faut aux rivières, voilà, la sonate oubliée, danser au bord de l'abîme, etc., etc. Voilà, nous attendons sur vos commentaires, mesdames et messieurs. Bédel Baouna, on rappelle, on réitère qu'il y a une question qui a été posée Aux hommes politiques, oui, voilà, concernant l'issue du dialogue. d'une éventuelle tenue du dialogue inclusif ou exclusif ou excessif ou ceci. Voilà, trouvez les adjectifs qui finissent par sif ou sif, vous ajouterez. En tout cas, nous attendons vos réponses. Nous attendons vos réponses. Pour nous convaincre, pour tenter de nous convertir à ce dialogue-là. Très bien. Encore merci. Oui, cher Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi Décryptage. Merci à Noko Kumungakoso, à qui nous faisons un grand coucou, à toute l'équipe et surtout à vous qui soutenez de plus en plus Jana TV. Modestement, vous ne voulez pas qu'on vous cite, mais peut-être jusque-là, on pourra le faire d'ici là, Bédel Baouna. Encore merci à vous de plus en plus nombreux. Vous nous avez signifié et vous êtes attentifs à notre confort. Nous l'avons bien vu, mais rassurez-vous, on revient et je pense que l'année sera chaude. Portez-vous bien, on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.